Aujourd'hui, nous nous penchons sur une affaire du début du XXe siècle, alors installez-vous confortablement pour ce voyage dans le temps, vers les États-Unis. Aliza Parobeck est née à Chicago en 1906, de parents nommés Frantin et Carolina. Ils avaient immigré aux États-Unis depuis la Bohême orientale, une région qui, à cette époque, faisait partie de l'Empire austro-hongrois, mais qui se situe aujourd'hui sur le territoire de l'actuelle République tchèque. Bien qu'ils aient donné à leurs enfants des prénoms issus de leur patrie, tout le monde appelait Alisa Elsie, et Frank était connu sous le nom de Frank. La vie. Pour les immigrants de langue tchèque, au début du XXe siècle à Chicago, était un mélange de difficultés et de nouvelles opportunités. Beaucoup s'installaient dans des communautés très unies. Ils pouvaient communiquer avec leurs amis et leurs voisins dans leur propre langue et ainsi préserver leur identité culturelle. Cependant, ils travaillaient d'arrache-pied et participaient à la croissance industrielle et économique de la ville. Le père d'Elsie était peintre, tandis que sa mère restait à la maison pour s'occuper de leur grande famille. Il n'était pas inhabituel que de jeunes enfants jouent dehors sans la surveillance d'un adulte. Les rues et les terrains vagues leur servaient parfois de terrain de jeu, et il était fréquent qu'ils se déplacent, seuls sur les chemins pour rendre visite à un proche ou à un ami. C'est ce que fit Elsie Parobeck, le matin du samedi 8 avril 1911. Elle quitta son domicile au 2320 avenue South, Albany à Chicago, pour se rendre chez sa tante, une certaine Madame Julia Frampota, qui vivait tout près, au 2325 rue South Troy, tandis qu'Elsie se dirigeait vers la maison de sa tante. Elle aperçut sa cousine de 9 ans, une fillette prénommée Josie qui était avec d'autres enfants en train de regarder un joueur d'orgue de Barbarie. Ils semblaient tous complètement fascinés par la mélodie, et Elsie s'arrêta pour écouter. Lorsque le musicien eut terminé, il se déplaça à l'angle de la 23e rue, et la plupart des enfants le suivirent. Mais pour une raison que l'on ignore, Elsie ne les accompagna pas. Plusieurs heures. Plus tard, Madame Carolina Parobeck se rendit chez sa sœur pour récupérer sa fille, mais on lui apprit qu'Elsie n'était jamais arrivée. Madame Parobeck fut très étonnée, mais elle savait qu'Elsie avait beaucoup d'amis dans le quartier, et se demanda si elle ne s'était pas rendue chez l'un d'eux avant de s'endormir. Pourtant, au fil des heures, une inquiétude grandissante l'envahissait. À 21h, ce soir-là, Frank Parobeck rentra du travail. Avant même d'avoir eu le temps de s'asseoir, sa femme lui annonça qu'Elsie était sortie et n'était pas revenue. Immédiatement inquiet, il ne perdit pas un instant et se dirigea vers le poste de police de la rue Inman pour signaler la disparition de sa fille. Étrangement, cependant, les policiers ne parurent pas partager son sentiment d'urgence. Au contraire, ils semblèrent d'accord avec la théorie de sa femme, selon laquelle il était fort probable qu'Elsie se soit endormie chez une amie. Mais le lendemain matin, Elsie n'était toujours pas rentrée. Monsieur Parobeck retourna au poste de police. Là-bas, le capitaine John Mahoney prit conscience de la gravité de la situation et prit les commandes des recherches. Il ordonna à ses officiers de ne ménager aucun effort dans leur quête pour retrouver la jeune fille disparue. Des inspecteurs de différents postes de police furent contactés et une enquête approfondie fut lancée. Alors que la nouvelle de la disparition d'Elsie se propageait, un garçon nommé John Joski informa les agents d'une scène particulière dont il avait été témoin. Selon John, il avait vu une roulotte de rhum sur l'avenue Kedzie, qui se trouvait à seulement un pâté de maison à l'ouest de la rue 3. Il raconta que dans cette roulotte se trouvaient 2 femmes, dont l'une tenait une fillette, qui correspondait au signalement d'Elsie. Sur la base de ce témoignage, la police orienta ses recherches. Leur attention vers un secteur voisin, où des Roms s'étaient installés dans leur roulotte près de la rivière. Ils ont interrogé les résidents de ces campements et ont rapidement appris que l'une des caravanes avait levé le camp dans la matinée du 9 avril. La police était désormais convaincue qu'Elsie avait été enlevée par un membre de la communauté Rom, probablement pour la forcer à mendier dans les rues. Cette théorie a vite gagné en crédibilité en raison des parallèles frappants entre la disparition d'Elsie et un incident antérieur impliquant une jeune enfant nommée Lillian Wolf. Lillian avait été enlevée quelques 4 années plus tôt, mais retrouvée plus tard, au terme d'une enquête policière. Dans une tentative désespérée pour localiser sa fille, le père d'Elsie a offert les économies de toute une vie, une somme de $50 en récompense pour toutes. Information menant à son retour saine et sauve.
Ne voulant négliger aucune piste, le chef de la police a ordonné le dragage des canaux de drainage, craignant qu'Elsie y soit tombée et s'y soit noyée. Un appel a également été lancé au public, sollicitant de l'aide pour les recherches. C'est à ce moment-là qu'une adolescente de 14 ans, nommée Emma Kubat, qui vivait dans la même rue que les Parex, a informé les agents qu'elle avait vu la fillette pour la dernière fois en compagnie d'un joueur d'orgue de Barbarie. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus dans le quartier italien, situé à l'intersection de la 14e rue Ouest et de la rue Ed Sud. Ils ont perquisitionné de nombreuses propriétés, mais leurs investigations n'ont fourni aucune information tangible. La piste du joueur d'orgue de Barbarie n'a donc pas été explorée davantage. Le 12 avril, une photographie d'Elsie, retouchée par un artiste, est parue dans les journaux. Elle y était décrite comme petite, avec des cheveux blonds dorés et des yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle portait une robe rouge d'une seule pièce, des chaussures à lacets et des bas noirs. Son portrait a aussi été publié dans les éditions suivantes des journaux, ce qui a servi de rappel des recherches en cours et a maintenu Elsie au premier plan des préoccupations. Mais les jours passaient sans avancée significative, et l'angoisse de la famille Park s'intensifiait. Le 17 avril, les journaux ont publié non seulement une photo en pied d'Elsie, mais aussi des clichés de ses parents, Frank et Carolina, ainsi que de la sœur de Carolina, Julia. Un message de la police accompagnait le tout, demandant à la communauté d'être vigilante, alors que les enquêteurs revenaient à la théorie de l'enlèvement par un membre de la communauté rom. Frank Park a accompagné les détectives pour tenter de retrouver la roulotte dans laquelle la police pensait qu'Elsie pouvait se trouver. D'après les informations, celle-ci pourrait désormais être à Round Lake, dans l'Illinois, une petite ville, située à environ 50 miles au nord-ouest de Chicago. Les fermiers locaux ont été prévenus et priés de surveiller l'arrivée de toute caravane rom, tout signe de la fillette disparue. Cependant, au lieu de coopérer avec les autorités, confronter la communauté rom, allant jusqu'à tenter des fouilles non autorisées leurs biens. Au milieu de ce chaos, beaucoup d'entre eux ont quitté le campement pour se diriger vers le village de résidents pensait être Elsie, aperçue dans une roulotte rom. Il a été dit que l'enfant semblait désorienté, voire sous l'emprise d'une substance. On de nouveau tenté de fouiller les caravanes, mais cela n'a fait que provoquer leur départ. Une fois de plus, cette fois vers la ville de McHenry, à environ 50 miles au nord-ouest de Chicago. La police a finalement intercepté la roulotte qu'elle recherchait, mais cette saga s'est conclue sur une révélation décevante. La fillette en question était en réalité membre de la communauté rom et ne ressemblait que très peu à Elsie. Les autorités semblaient désormais à court d'idées quant à l'endroit où la jeune disparue pouvait se trouver. Le 17 avril, le capitaine de police Mahoney a reçu un appel anonyme, l'informant qu'une enfant correspondant au signalement d'Elsie avait été aperçue en compagnie d'un homme dans un hôtel de Western Spring. Une fois de plus, leurs recherches n'ont abouti à rien. Pendant ce temps, les journalistes interrogeaient la police au sujet d'une demande de rançon qui aurait été envoyée à Colina Park, exigeant $500 pour la libération saine et sauve d'Elsie. Bien que les autorités n'aient ni confirmé ni infirmé l'existence de cette note, elles ont reconnu possible que quelques jours seulement après la disparition d'Elsie, son père, Frank, avait commencé à recevoir des lettres d'insultes anonymes rédigées en anglais. Ces missives accusaient la famille de maltraiter Elsie et affirmaient qu'elle était cachée, quelqu'un qui les détestait. Cela avait profondément mis Frank en colère et contre l'avis des inspecteurs avril en train de creuser dans les rues de South Troy. Interrogé, il a raconté que des ouvriers travaillaient sur la chaussée au moment de la disparition de sa sœur et qu'il avait entendu ses parents dire qu'Elsie aurait pu tomber dans un trou et être ensevelie sous du sable et du gravier. Les ouvriers ont été interrogés à ce sujet, mais ils ont assuré aux autorités qu'ils auraient, ressemblant à Elsie et voyageant avec la communauté rom, continué d'affluer. Mais bien que chaque signalement ait été minutieusement vérifié, il a été constamment confirmé qu'aucun des enfants vus par les agents n'était la jeune disparue. Une jeune fille elle-même était enlevée et séquestrée pendant 6 jours. Elle possédait de précieuses connaissances. Ravisseur de Liliane, alors en prison, a recommandé aux agents de parler à Elijah George, une figure respectée au sein de la communauté rom. La police a retrouvé sa trace à Argyle, dans le Wisconsin. Mais lorsqu'il a été interrogé par les inspecteurs, il s'est montré peu coopératif
et a affirmé ne rien savoir au sujet de l'enfant disparu. L'inspecteur Healy se demandait désormais si Elsie avait réellement été enlevée et a ordonné la fouille du canal de drainage et d'autres endroits où Elsie aurait pu tomber. Malgré les recherches continues et les nombreux signalements, aucune piste n'a mené à la découverte de la jeune disparue. Le 23 avril, le lieutenant John Costello a déclaré que toutes les pistes concernant l'enlèvement présumé avaient été épuisées. Il craignait qu'on ait fait du mal à Elsie et que son corps ait été dissimulé dans une cave ou une grange voisine. Des équipes de recherche ont été formées et les inspecteurs ont inspecté divers bâtiments à la recherche de cachettes potentielles. Les roulottes de la communauté rom étaient surveillées. Des alertes ont été envoyées aux services de police voisins. Les signalements d'Elsie continuaient d'être rapportés et une personne s'est présentée, affirmant qu'après avoir vu la jeune fille avec le joueur d'orgue de Barbarie le jour de sa disparition, elle l'avait de nouveau aperçue. Mais cette fois-ci, elle s'adressait à un homme qu'elle ne connaissait pas. Les journaux continuaient de relater l'affaire quotidiennement, la maintenant ainsi constamment présente dans l'esprit du public. Le Chicago Daily News a qualifié les efforts de recherche comme étant l'une des plus vastes, des plus profondes enquêtes jamais entreprises pour un enfant disparu. La communauté tchèque, Chicago s'est unie pour manifester sa solidarité avec les Partek. Le maire Carter Harrison Jr., ainsi que l'échevin Anton Surmack, ont pris l'initiative d'offrir des récompenses pour toutes, information qui mènerait à la découverte de la petite fille. Le lieutenant Costello, lui, restait persuadé qu'elle avait pu tomber par accident dans un canal de drainage tout proche, et cette hypothèse a relancé l'attention sur cette zone. Malheureusement, aucune trace de la petite, disparue, n'a été trouvée. Cela faisait maintenant 1 mois qu'Elsie avait disparu, et 7 mai, le capitaine de police Mahoney est parvenu à une conclusion glaçante. La jeune fille était décédée. Malgré cette terrible réalité, il a juré de poursuivre sans relâche les recherches, refusant de baisser les bras tant que justice ne serait pas rendue et que la famille n'obtiendrait pas de réponse. 2 jours plus tard, le 9 mai 1911, à la centrale électrique de Lockport, située à 35 miles de Chicago, un ingénieur électricien du nom de George T. Scully a remarqué quelque chose qui flottait dans le canal sanitaire et de navigation de Chicago. Croyant d'abord qu'il s'agissait d'un animal d'une ferme avoisinante, il est sorti avec des collègues pour le récupérer, mais ils ont tous été horrifiés en découvrant qu'il s'agissait en fait du corps d'une jeune fille. On notait les ressemblances frappantes entre le corps qu'ils venaient de trouver, description de l'enfant disparu, Elsie Partek, dont ils avaient lu l'histoire dans les journaux. Les autorités ont été prévenues et le lieutenant de police Costello a informé monsieur et madame Partek. On a ensuite demandé à Frank, le père d'Elsie, d'identifier le corps. Cependant, il a d'abord eu du mal à reconnaître la jeune défunte comme étant sa propre fille. Dans un moment déchirant, Carolina, son épouse, s'est avancée et, en voyant l'enfant sans vie, elle a confirmé qu'il s'agissait bien du corps d'Elsie. Des mesures ont été rapidement prises pour organiser une enquête au salon funéraire, laquelle était présidée par le coroner William Werk et un jury composé de divers membres de la communauté. Frank Partek a comparu comme témoin et a déclaré qu'il n'avait aucun doute que sa fille avait été assassinée. Il a affirmé, par le biais d'un traducteur, qu'Elsie avait été enlevée puis tuée et que l'auteur de ce Carolina, accablée par le chagrin, s'est enfui de l'enquête, clamant qu'Elsie avait été assassinée. Malgré les tentatives de son mari et des inspecteurs pour la calmer, elle a couru dans les rues en criant « Quelqu'un a tué ma fille ». 2 médecins, le docteur E.A. Kingston, ainsi la noyade comme cause du décès. Le docteur Kingston a affirmé qu'Elsie avait été agressée et tuée avant d'être jetée à l'eau, tandis que le docteur Paddock avait séjourné dans l'eau pendant environ 2 semaines. Le lieutenant Costello a déclaré à la presse qu'il était convaincu qu'Elsie avait été maltraitée et a suggéré que les coupables n'étaient pas issus de la communauté rom. Il a également affirmé qu'Elsie avait subi des sévices avant sa mort. Le docteur I.R. LeCount et le docteur Warren H. Hunter a conclu qu'elle était morte par suffocation. Cependant, en contradiction avec les découvertes des docteurs Kingston et Paddock, les docteurs LeCount et Hunter n'a constaté aucun signe évident de violence sur son corps, une observation que le médecin légiste Peter Hoffman a confirmée. Il estimait que l'enfant avait été asphyxié
et a insisté pour qu'une enquête plus approfondie soit menée sur cette affaire. L'inspecteur Healy a déclaré que 40 enquêteurs travaillaient sur le dossier, privilégiant la thèse selon laquelle l'auteur de ce crime vivait dans le même quartier que la fillette. Il a précisé que la police avait examiné à la loupe chaque détail du passé de la famille Park depuis son installation à Chicago, dans le but de découvrir d'éventuels ennemis qu'elle aurait pu avoir. Assez étrangement, a ensuite exprimé sa certitude quant à l'arrestation rapide de la personne qui avait ôté la vie à Elsie, ajoutant qu'il serait très étonné si l'individu n'était pas appréhendé sous une semaine. Les funérailles se sont déroulées le 12 mai, en présence de près de 3000 personnes en deuil. La cérémonie a débuté sur la pelouse des parcs, tandis que la foule remplissait les rues et observait, depuis les fenêtres des chambres. Une atmosphère solennelle régnait. Le petit cercueil blanc d'Elsie, orné de fleurs et entouré de jeunes filles tenant des bouquets. Colina a demandé à voir sa fille une dernière fois, mais ses proches l'ont convaincu de laisser l'entrepreneur des pompes funèbres faire son travail. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cimetière national, Bohemia. Les obsèques ont été largement couvertes par les médias. Le chef de la police, John McWhinney, a annoncé que le département de police de Chicago mettrait toutes ses ressources à disposition pour s'assurer d'appréhender l'auteur de ces actes des plus terribles. La récompense offerte pour toute information a également été augmentée. Les journaux ont rapporté que la police soupçonnait la mort d'Elsie d'être la conséquence d'une chute dans un canal de drainage près du pont de Kenzie Avenue. Apparemment, après que le corps d'Elsie ait été sorti du canal, le premier médecin à l'avoir examiné avait dit au lieutenant Costello qu'il pensait que sa mort était due à la noyade et qu'il n'y avait aucune marque suggérant qu'elle ait subi des violences. Cependant, l'autopsie réalisée plus tard a confirmé qu'elle était déjà morte avant d'être placée dans l'eau, une conclusion appuyée par le médecin légiste et 4 autres médecins. Néanmoins, le lieutenant Costello et nombre de ses collègues des forces de l'ordre restaient convaincus que les premières conclusions du premier médecin étaient probablement plus exactes. Malgré cela, les enquêteurs ont continué à chercher le meurtrier d'Elsie et se sont alors concentrés sur la zone où son corps avait été découvert. Ils n'ont pas tardé à soupçonner un homme nommé Joseph Kesty, décrit comme un bohémien barbu et un colporteur ermite. On prétendait que cet homme attirait des jeunes filles dans sa demeure, près du canal de drainage, à l'angle de la 33e rue Ouest et de l'avenue Quai Sud, qui se trouvait à proximité de la résidence des Parks. Une fouille de sa cabane a révélé des preuves potentielles, notamment un ruban à cheveux verts. Il y avait aussi des traces d'une excavation peu profonde, la présence d'un vieux sac en toile de chanvre qui, selon les enquêteurs, aurait pu servir à dissimuler un corps. Lorsque la police a interrogé le propriétaire de la cabane, un homme du nom de David Chase, celui-ci leur a dit qu'il avait expulsé M. Kesty le 9 mai, car il était préoccupé par ses interactions avec les enfants. Cependant, les enquêteurs n'ont pas pu interroger le suspect, car il s'était donné la mort en se jetant sous un train le 10 mai, soit le lendemain de la découverte du corps d'Elsie. Le 15 mai, la police a annoncé qu'elle ne croyait pas Joseph Kesty fut responsable de la mort d'Elsie, mais n'a donné aucune information supplémentaire sur la manière dont elle était parvenue à cette conclusion. Le corps un homme élégamment vêtu, fut découvert dans le canal de Willow Springs, n'ayant sur lui qu'une carte de prière polonaise portant l'inscription « Sig Off », ce qui incita les enquêteurs à explorer de possibles liens avec le décès d'Elsie. Une lettre anonyme qui détaillait l'apparition d'une fillette avec un inconnu près du canal le jour de la disparition d'Elsie, ajouta au mystère. Toutefois, la police ne réussit pas à établir l'identité du défunt et l'écarta de nouveau comme suspect. Un autre individu, nommé M. Canella, décrit comme un fervent religieux et possiblement instable mentalement, devint une personne d'intérêt. Lorsque les inspecteurs l'approchèrent, il s'enfuit, déclenchant une poursuite qui se termina par sa fuite dans l'Éminoise la Mature. La police n'eut plus jamais de contact avec M. Canella. Les enquêteurs cherchèrent aussi un homme qui avait été locataire chez les Park et Hill, continuèrent de tenter d'identifier la personne qui avait envoyé les lettres malveillantes au père d'Elsie. Cependant, ni les anciens locataires, ni l'expéditeur de lettres ne furent jamais localisés. La piste pour retrouver le meurtrier finit par s'éteindre, puis l'enquête fut d'abord réduite avant d'être totalement arrêtée.
Cela signifiait que l'auteur de ce crime des plus horribles restait insaisissable et ne serait probablement jamais traduit en justice. 2 ans plus tard, le 12 mai 1913, jour anniversaire des funérailles d'Elsie, M. Frank Park décéda à l'âge de 45 ans. Son épouse, Carolina, mourut 14 ans après, le 9 décembre 1927. Frank et Carolina furent inhumés aux côtés d'Elsie, au cimetière national de Bohême. Pendant les 46 années suivantes, le meurtre demeura un mystère obsédant, jusqu'à la mort de Henri Darger, 1973. Henri Darger était un artiste connu pour ses œuvres, étranges et imaginatives, qui laissa derrière lui un travail présentant des liens troublants avec l'affaire non résolue d'Elsie Park. Il était lui-même une figure recluse, qui passa la majeure partie de sa vie dans l'anonymat, travaillant comme concierge à Chicago. Ce n'est qu'après sa mort que l'étendue de sa production artistique fut révélée, grâce à Michael Bondsteel, un historien de l'art qui examina son œuvre. Il y avait une vaste collection de peintures, de collages et un livre monumental intitulé « L'histoire des filles Viviane », le tout accompagné d'illustrations complexes. Henri Darger avait 19 ans au moment de la disparition d'Elsie, et la fascination pour cette affaire était évidente dans son art, bien qu'il ne l'ait jamais reconnu explicitement. Des thèmes comme l'innocence, la violence et la quête de justice imprègnent tous ses écrits et dessins, montrant une ressemblance troublante avec les événements qui ont entouré la disparition et le meurtre d'Elsie en 1911. Dans son livre « L'histoire des filles Viviane », il fait de nombreuses références au personnage principal, Annie Aronberg, meneuse d'une rébellion d'enfants esclaves qui connut une mort à la fois choquante et héroïque aux mains de ses ravisseurs. Bien que cela ne ressemble en rien au destin tragique d'Elsie, le journal intime de Henri Darger révèle cependant qu'il avait perdu une photo d'une jeune fille et qu'il cherchait désespérément à la remplacer. Sans donner son nom, il précisa qu'elle était parue dans le Chicago Daily News, mai, juin ou juillet de l'année 1911. Une recherche menée par des spécialistes dans les archives du journal a permis de découvrir une photo d'Elsie de cette époque. Chose intrigante, un portrait d'Annie Aronberg, Henri Darger dépeint une jeune fille, blonde, un peu plus âgée, avec un ruban dans les cheveux. Et la couleur si particulière de sa robe est similaire à celle que portait Elsie sur la photographie. Bien que la nature exacte de son lien avec cette affaire demeure une pure spéculation, certains sont persuadés qu'il pourrait être le responsable de ce crime. D'un autre côté, d'autres soulignent son engagement en faveur de la protection de l'enfance, affirmant qu'il est bien plus plausible qu'il ait simplement été ému par l'histoire d'elle et par une photo saisissante parue dans le journal. Bonjour à tous, et un immense merci pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires ou vos impressions, et j'espère vous retrouver tous très bientôt.